30% du territoire de la France métropolitaine et encore un petit peu plus ici en Pays de Savoie. Les étendues forestières sont une zone de vie et de survie pour de nombreuses espèces vivantes, une source de revenus pour l'homme et puis elles garantissent aussi la protection de nos villes et des zones urbanisées, un rôle un petit peu méconnu par le grand public. La forêt est à la fois une source d'énergie locale, renouvelable, un espace de protection et puis finalement aussi une composante essentielle de notre cadre de vie et de l'offre touristique de nos départements. Bienvenue dans ce rendez-vous documentaire, ici au cœur d'un territoire naturel qui se renouvelle et se transforme en permanence et qui va nous accompagner tout au long de ce magazine. Aujourd'hui, dans Documentaire, Olivier Thévenet, rédacteur en chef d'Alpes Magazine, a rencontré Pierre Paccard, chargé de mission au parc naturel régional du Massif des Bauges. Pierre Paccard est un chanceux, son bureau, c'est la forêt. Nous prendrons la direction d'Étrembières, au pied du Salève, en compagnie de Jérôme Liévois, géologue à l'ONF. Nous verrons que la forêt et les espaces urbains ont appris à vivre ensemble. Les forêts du pays du Mont-Blanc sont détenues pour près de 70% par des propriétaires privés, une réalité qui peut compliquer la gestion de ces espaces. Des équipes œuvrent au quotidien pour accompagner ces propriétaires à mieux valoriser ces ressources. Et puis enfin, à Sallanches, nous partirons à la découverte d'une pratique méconnue mais essentielle en montagne, le débardage par câble. Pierre Paccard est chargé de mission forêt, filière bois pour le parc naturel régional du Massif des Bauges. C'est en forêt, vous l'aurez compris, qu'Olivier Thévenet est allé à sa rencontre. Pierre Paccard, spécialiste de l'aménagement des territoires de montagne, connaît bien les espaces forestiers et surtout comment ils cohabitent et participent aux activités humaines. Pierre, nous sommes ici au cœur du parc naturel régional du Massif des Bauges, dans la forêt du Semnoz, une forêt qui fait partie d'un territoire qui est riche en bois, puisque 60% de la surface est couverte par des forêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la typologie, sur les types de forêts qu'on peut retrouver à la fois dans ce territoire, et j'imagine qu'ils peuvent être assez semblables sur l'ensemble des pays de Savoie? Alors effectivement, quand on dit forêt, derrière, il y a différents types de peuplements qui se déploient à l'intérieur du massif et au-delà à l'échelle des Deux-Savoies. Ici, on est vraiment en présence de typiquement ce qu'on appelle des forêts de montagne. Donc forêts de montagne sont plutôt des futaies résineuses. Quand on dit futaies, ce sont des arbres de plein pied. Résineuses, alors il y a deux essences qui composent principalement ces forêts. C'est l'épicéa d'une part et le sapin d'autre part. Donc ça c'est plutôt pour les forêts d'altitude. Et puis plus on descend en altitude, on va plutôt se retrouver en présence de forêts feuillues avec, on parle plus de peuplement dit de taillis. Donc ce sont des arbres qui vont rejeter de souche avec des essences comme le chêne sur les parties les plus méridionales ou encore le hêtre qui sont parmi les principales essences feuillues que l'on retrouve sur le massif des Bauges. Comment évolue cette forêt aujourd'hui? Est-ce que c'est un espace qui est en progression? Est-ce que c'est un espace qui est en régression? Alors en surface, c'est plutôt une forêt qui progresse. Effectivement du fait d'un certain abandon de terres agricoles, donc on a ce qu'on appelle des accrus forestiers qui petit à petit viennent coloniser ces espaces qui sont plus exploités à des fins agricoles. Après par contre de cette forêt qui progresse, on n'a pas forcément, dans tous les cas dans un premier temps, une qualité de bois qui puisse être valorisée notamment pour faire du bois d'œuvre. Effectivement, avant qu'une forêt productive et intéressante pour la production de bois d'œuvre s'installe sur ces nouveaux espaces, il peut se passer facilement des dizaines d'années, voire même presque une centaine d'années. On voit bien qu'il y a une surface forestière qui évolue aujourd'hui, mais en dehors, j'allais dire, d'un certain abandon des terres agricoles qui est aujourd'hui colonisé par la forêt. Est-ce que le réchauffement climatique, lui aussi, peut avoir une influence aussi sur l'évolution des forêts ici dans le massif des Bauges et plus largement au pays de Savoie? En particulier pour les forêts de montagne, puisque l'essence vraiment phare de ces forêts de montagne, c'est l'épicéa. Et l'épicéa, on considère que c'est vraiment le grand perdant du changement climatique. Demain, du fait du réchauffement des températures, probablement l'épicéa à moyenne altitude ne sera plus en station, Donc on risque d'avoir effectivement des peuplements qui ne s'adaptent pas aussi vite que la vitesse du réchauffement se fait sentir, et on risque d'avoir comme ça des conséquences sanitaires sur ce type de peuplement et notamment les peuplements d'épicéa qui peuvent être très préoccupantes.
Quand vous parlez de conséquences sanitaires, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe en fait? On peut avoir des arbres qui vont présenter des faiblesses sanitaires et qui derrière peuvent être beaucoup plus sujets à des attaques d'insectes. On parle souvent du bostridge, de l'épicéa notamment. C'est clair que des essences forestières qui sont stressées parce qu'il y a un manque d'eau, c'est aussi des essences qui sont sujettes à ce type d'attaque-là et ça peut avoir de lourdes conséquences. Donc des peuplements entiers peuvent arriver à sécher sur pied et perdre évidemment une valeur économique particulière. Et puis derrière, s'il y a un coup de vent, ça provoque des risques de chablis, etc. etc. quoi. La forêt, c'est avant tout un espace naturel, riche en biodiversité. Alors, on a parlé tout à l'heure des espèces d'arbres qui peuplent la forêt du parc des Bauges. Quelle est la faune et la flore aussi qu'on peut rencontrer dans ces espaces naturels? Alors en matière de faune par exemple, il y a d'abord ce qu'on peut appeler toutes les espèces dites de la biodiversité extraordinaire. Dans les forêts du massif, on va notamment rencontrer une petite perdrix de montagne qui est la gélinote des bois, qui est une espèce forestière très discrète et qui fait partie de cette biodiversité plutôt extraordinaire puisqu'on n'a pas l'habitude de la rencontrer fréquemment dans les forêts du massif. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle la faune qui relève de la biodiversité ordinaire. Ça peut être les cerfs, chevreuils, qui constituent aussi toute une partie de cette faune forestière. Et d'ailleurs, à ce propos-là, voilà, les cervidés ne sont pas aussi sans poser un certain nombre de contraintes aux forestiers du point de vue de la régénération naturelle de cette forêt. C'est tout simplement, ils viennent manger les jeunes pousses, enfin les jeunes arbres qui sont plantés pour régénérer la forêt. Exactement. Donc à ce propos, on parle d'essayer de chercher le meilleur équilibre sylvo-cynégétique. Donc l'idée c'est d'avoir cette biodiversité qui est une composante aussi de l'écosystème forestier, mais dans un nombre limité et plutôt géré, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surpopulation de cervidés qui viennent à effectivement consommer cette régénération forestière. Alors on le voit aujourd'hui, une forêt elle peut paraître non entretenue, parce qu'il y a du bois mort par terre, on laisse sécher du bois. Ça aussi, c'est un changement de pratique dans la gestion des forêts, pour une gestion peut-être plus durable, plus écologique de la forêt, parce que dans ces bois morts, il y a là aussi une véritable richesse de biodiversité qui est peut-être moins apparente, j'allais dire, que la grande faune ou que les oiseaux qu'on peut entendre par exemple aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est pas parce qu'on a du bois mort en forêt qu'on se trouve dans le cadre de forêts qui ne sont pas entretenues. Au contraire, ici on se trouve dans une forêt gérée, il y a eu des coupes de bois qui ont été réalisées et malgré cela on trouve effectivement la présence de grosses pièces de bois mort et ces grosses pièces de bois mort avec divers stades de décomposition, depuis des pièces qui ne sont pas du tout altérées jusqu'à du bois qui sont complètement pourris. Effectivement, ce sont des éléments qui sont indispensables à la biodiversité forestière, puisque derrière, il y a tout un cortège, notamment d'insectes que l'on dit saproxyliques. Ce sont des insectes qui se nourrissent de ce bois mort-là. Et si on enlève toutes ces pièces de bois mort, qu'on a une forêt qui peut paraître parfaitement propre, parfaitement jardinée, presque. Voilà, parfaitement jardinée, avec un sol parfaitement lisse, eh bien on va se passer de toute une composante de cette biodiversité qui pourtant est est primordiale pour le sol forestier et la constitution de ce sol forestier. Alors justement, ça nous amène à parler un peu de gestion et d'exploitation forestière. Quels sont un peu les propriétaires de la forêt? Parce que souvent on se dit que c'est un espace public, mais enfin il n'est pas si public que ça, enfin il appartient à quelqu'un. Et comment cette forêt est gérée? Qu'est-ce qu'on fait du bois? Est-ce qu'on l'utilise localement? Est-ce qu'il est exporté? Alors effectivement, à partir du moment où on se trouve en forêt, on se trouve chez quelqu'un. Ce quelqu'un, il est de trois types dans les forêts du massif des Bauges et au-delà. C'est d'abord les forêts des collectivités. Quand on dit collectivité, c'est essentiellement les communes qui sont propriétaires de forêts. Et puis ce sont aussi les forêts de l'État, ce sont les forêts dites domaniales. L'ensemble de ces forêts-là relèvent de ce qu'on appelle le régime forestier, avec un gestionnaire unique qui est bien connu, qui est l'Office national des forêts. Toutes ces forêts-là, ça représente un petit peu moins de la moitié en surface
des forêts du massif des Bauges. Et puis l'autre type de propriétaires, ce sont des propriétaires forestiers privés. Et donc l'ensemble de ces propriétaires forestiers privés possèdent donc cette surface forestière privée qui représente un petit peu plus de la moitié en surface des forêts du massif. Et alors comment cette forêt est exploitée aujourd'hui? Enfin, si elle l'est exploitée, comment ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les forêts des pays de Savoie et principalement les essences résineuses sont essentiellement valorisées sous la forme de bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, c'est le bois qui est destiné au sciage pour ensuite réaliser nos maisons ossature-bois, les charpentes bois de nos maisons. Donc à 90%, la plus-value économique de la gestion et de l'exploitation de ces forêts-là, la destination, c'est effectivement le bois d'œuvre. La forêt, c'est aussi un espace qui est utilisé avec des usages qui sont divers, puisqu'on a des chasseurs, on a des vététistes et évidemment des exploitants forestiers. Comment un peu ce petit monde cohabite aujourd'hui dans cet espace-là? Il peut y avoir des conflits d'usage pour l'utilisation de cet espace et l'ensemble des acteurs doivent donner du leur pour faire en sorte que ces forêts que l'on dit multifonctionnelles, le reste, effectivement, production de bois, réservoir de biodiversité, mais également un rôle social très important de la forêt, qui est là aussi pour accueillir du public, les ramasseurs de champignons, les chasseurs, etc., etc. Donc il y a toute une catégorie d'acteurs très importants qui fréquentent cet espace, et effectivement, il faut faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs cohabitent de la façon la plus intelligente possible. La sylviculture est l'ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts, tout en assurant leur conservation et leur régénération. Une activité que pratiquent les agents de l'ONF au quotidien sur l'ensemble du territoire, avec une spécificité ici en montagne, puisque la forêt joue aussi un rôle de protection. La forêt a cette particularité de remplir plusieurs fonctions. Bien sûr, elle produit du bois, mais elle accueille aussi des animaux, des plantes différentes. Il y a toute une biodiversité. Elle participe au paysage, mais aussi la forêt participe à la protection de ce qui est au pied de la forêt. Une route, une voie de chemin de fer, des habitations, des activités comme une usine de traitement des eaux. C'est sa fonction la plus méconnue souvent. Or, c'est une fonction qui est très importante dans les pays de montagne comme la Haute-Savoie. Toutes ces fonctions-là ne peuvent être remplies à l'optimum que si l'on conduit la forêt d'une certaine manière. C'est une science qui s'appelle la sylviculture, qui consiste à bien aménager, bien conduire, faire les travaux nécessaires. Par exemple, dans une forêt comme celle-ci, si on la laissait trop vieillir, on aurait des arbres de plus en plus éloignés les uns des autres et la fonction de protection serait amoindrie. Alors la forêt où on est, c'est donc la forêt de l'agglo d'Annemasse. Donc l'altitude, elle est comprise entre 440 et 700 mètres. Et là, dans le site où on est sous la falaise. On est en forte pente, plus de 80% de pente. C'est un éboulis actif qui a été colonisé par le tilleul à grande feuille et par l'érable à feuilles d'aubier. Donc évidemment, on s'est aperçu que ce peuplement, il piégeait des blocs. On a vu des blocs piégés dans les cépées de taillis de tilleul. Ici, nous sommes exposés à des risques de chute de pierres sur des enjeux. La question est de savoir jusqu'où peuvent aller les pierres et avec quelle probabilité. Pour faire ce type d'étude, on va d'abord faire un premier relevé systématique des blocs que l'on observe, notamment le plus éloigné, le plus en bas du versant. À partir de là, on va pouvoir donner des proportions d'atteinte. On va aussi s'appuyer sur des modèles informatiques qui vont nous dire ou confirmer ou infirmer en fonction de la topographie cette possibilité d'avoir des blocs qui descendent suffisamment loin. En croisant toutes ces données-là, on va pouvoir sortir une carte de probabilité d'atteinte que l'on appelle dans notre jargon une carte des aléas. On serait dans une zone où il n'y a pas d'autoroute, de voies de chemin de fer, de maisons, d'usines,
on ne se soucierait pas de la fonction de protection. C'est parce qu'il y a ces enjeux, la ville, au pied de la montagne, que l'on doit assurer cette fonction de protection. On cherche à se protéger et donc à ne pas développer les enjeux dans des sites qui risquent d'être atteints ne serait-ce qu'une fois par siècle. C'est déjà une fois de trop quand ça tombe sur une maison, quand ça tombe sur une voiture, quand ça tombe sur un train. Les territoires forestiers français sont détenus majoritairement par des propriétaires privés. Des propriétaires qui ne connaissent pas toujours très bien les limites des espaces qu'ils détiennent et qui ne savent pas non plus comment bien gérer et puis finalement valoriser ces espaces et ces ressources. Le comité régional de la propriété forestière les encourage et les sensibilise au quotidien. Direction dans cette émission documentaire Le Pays du Mont-Blanc pour mieux comprendre les actions menées sur le terrain pour encourager cette gestion forestière privée. La forêt dans les Alpes, je dirais qu'elle est plus sur un stade d'accroissement, donc elle est sur un stade même de vieillissement, puisqu'il y a eu beaucoup d'endroits où on a laissé grandir la forêt, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'endroits où on est sur un stade où la forêt est assez vieille, et l'idée c'est d'essayer de la régénérer, donc de faire des coupes pour pouvoir la régénérer et que des jeunes repoussent. Sur le Pays du Mont-Blanc, il y a 65% de forêts privées et 35% de forêts publiques. Le CRPF est un organisme public qui est là pour conseiller les propriétaires forestiers privés à gérer leurs forêts. Donc on est là pour les sensibiliser et les informer sur la gestion forestière et pour les regrouper ensuite pour mieux valoriser leurs forêts. Beaucoup de propriétaires ne savent plus forcément où sont leurs parcelles et ne savent pas forcément quelle intervention il faut réaliser dans leurs parcelles. Donc nous sommes là pour leur apporter une aide à ce niveau-là. Le gros problème de la forêt privée est le morcellement, puisqu'on a beaucoup de petites parcelles de propriétaires privés différents, ce qui pose problème au niveau de la gestion, puisqu'il est difficile de prévoir des interventions pour des petites parcelles, à cause du coût des transports, etc., du matériel. Donc c'est d'où l'importance de se regrouper pour essayer de mieux valoriser la forêt. Ce qu'il faudrait, celui-là par exemple, c'est de le garder. Il est encore assez jeune. Ayant quelques forêts sur la Haute-Savoie, j'avais besoin de conseils pour organiser et retrouver certaines parcelles de forêt. On cherche surtout à rassembler des forêts pour avoir une superficie assez importante, ce qui facilite la gestion auprès des scieries. Il m'a conseillé de doter les arbres chétifs de façon à donner plus de jours aux arbres forts, ce qui permet dans quelques années d'avoir beaucoup plus d'arbres à vendre, ces arbres ayant pris du volume. Il y a plusieurs types d'interventions pour sensibiliser les propriétaires. Alors d'une part, des réunions d'information globales sur la gestion forestière, en salle ou sur le terrain. D'autre part, du conseil technique individuel, propriétaire par propriétaire, spécifique à leur parcelle. La première intervention la plus régulière, c'est quel type d'intervention on peut faire sur la parcelle. Donc ça peut aller de quelle espèce on doit replanter jusqu'à quel arbre on peut couper lorsqu'on est dans une forêt où il faut couper les arbres. Frédéric Mabou a choisi le métier de débardeur, une activité professionnelle ancestrale et pas toujours connue. Le débardage du bois consiste à déplacer des arbres abattus sur un lieu de coupe vers un lieu de dépôt. Mais ici, au cœur du Pays du Mont-Blanc, Frédéric Mabou utilise une technique particulière et surtout beaucoup plus adaptée au territoire de montagne, le débardage par câble. Regardez. La technique du débardage par câble consiste en premier temps à installer un espèce de téléphérique appelé câble-mât. Et ce téléphérique a une capacité maximum d'environ 600 mètres qui permet de lever des charges de 3 tonnes.
et qui permet aussi d'avoir de bons rendements même lorsque les conditions météo sont défavorables. Dans les chantiers de montagne comme celui-là, qui est particulier, il a une particularité, c'est qu'on reprend tous les bois avec un engin parce que le grumier ne peut pas venir à côté du téléphérique. Et donc on billonne, on découpe tous les billons, tous les bois en billons de 3, 4 et 5 mètres pour les emmener sur l'engin, au bout de la route où là le grumier pourra venir les chercher. Les rendements journaliers dans ce métier sont très variables. Et nous, on parle d'une moyenne de 40 mètres cubes par jour, y compris la pose et la dépose du téléphérique. Le métier de débardage paraît difficile aux yeux du grand public, mais quand on a baigné dedans depuis tout le temps, c'est quelque chose de normal. Il suffit d'avoir des bonnes conditions physiques et du courage. C'est une bonne technique, le câble est une bonne technique. Il faudrait justement y pousser pour que ça progresse, quoi. Parce que les tracteurs, on ne va pas partout non plus, sur ce point de vue-là, c'est sûr. La technique du débardage par câble permet de préserver le sol, beaucoup plus que les engins terrestres. Aussi les arbres, parce qu'ils subissent moins de dégâts. Et ça permet de mobiliser aussi plus de bois énergie, parce que souvent on descend les arbres entiers avec leurs branches et leurs cimes, ce qui fait une masse de bois énergie mobilisable qui en plus est propre. C'est sur ces images que se referme ce magazine documentaire spécial forêt. La forêt qui peut compter depuis l'année 2000 sur le Forum des Nations Unies sur les forêts pour sa gestion et son développement durable partout sur la planète. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous documentaire.